Bienvenue pour cette 31e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, pour une rencontre autour des montagnes et des hommes, avec trois de nos invités, donc Vincent Lecarme, qui est médecin de montagne et qui a écrit ses souvenirs, Sentiers de vie, aux éditions Glénat, Stéphanie Besson, qui a écrit un essai, Trouver refuge, aux éditions Glénat, et qui est accompagnatrice en moyenne montagne et qui s'est beaucoup investie dans l'accueil des migrants. Et puis François Labande, qui est alpiniste et romancier, essayiste, spécialiste des écrins, et qui publie cette année un roman sur le thème L'échelle de l'espoir. On sait que les montagnes sont des frontières qui séparent les pays en guerre de ceux qui s'agitent dans le confort d'une société de loisirs. Et fuyant le chaos, écrasés sous des montagnes de haine et de souffrance, des hommes et des femmes ont traversé d'autres montagnes, celles de l'espoir, pour survivre et trouver refuge, revivre et trouver dans la nuit le chemin de la liberté. Je pense que c'est un des éléments les plus poignants de l'actualité d'aujourd'hui, c'est de voir que le monde ne s'améliore pas et qu'il y a partout, sur tous les continents, des conflits et des conflits violents avec des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui perdent absolument tout ce dont ils possédaient et qui, dans leur instinct de survie, traversent les océans et les montagnes. Et les montagnes ne sont pas simplement sont des barrières entre les peuples qui sont en crise et ceux qui disposent de toutes les richesses possibles, mais elles sont aussi des lieux de passage pour justement permettre à un certain nombre de personnes de retrouver un air de liberté. Alors, c'est de l'actualité de cette année, d'actualité littéraire. Ce sont trois livres qui se croisent sur le même sujet, qui est celui de la haute montagne et de ses voies de passage. Et pour dresser le décor, je voudrais donner la parole à Vincent Lecarme, qui a été médecin de montagne en Haute-Maurienne pendant plus de 40 ans et qui raconte ses souvenirs et qui va nous dire quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer dans ces hauts pays qui sont frappés par le vent, le froid, la neige Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un exercice particulier, mais la montagne est particulière et c'est un choix d'exercer dans ces conditions. Mais dans mon livre, on parle beaucoup de neige, mais on a aussi de très beau temps et la Haute-Maurienne est une région extraordinaire. La difficulté de l'exercice, c'est l'éloignement, parce qu'on est éloigné des hôpitaux. Le temps fait que 60 km en montagne, mauvaise route, neige, avalanche, tout ce qu'on veut, c'est bloqué. Donc il faut apprendre à être indépendant, à être au service des gens. Et en altitude, on est au service de la nature et au service des gens. C'est-à-dire que on n'a pas la protection hospitalière dans le dos, on n'a pas les spécialistes à côté. Donc on est dans une situation d'humilité parce qu'on est petit par rapport à ce qu'on doit faire, mais du coup on le fait avec son cœur, on le fait le mieux possible et on y prend énormément de plaisir. Et les personnes de la montagne, moi je me suis installé en montagne parce que je n'aimais pas la ville. Je trouvais qu'on était trop près des hôpitaux, personne n'existait. Donc dans ces vallées, on est important pour les gens et les gens sont importants pour nous. Donc c'est un échange permanent. On apprend énormément, les gens vous apprennent énormément, et puis en 35-40 ans, on vit avec les gens, on attend de s'attacher à eux, et eux de s'attacher à nous, donc c'est extraordinaire comme type d'exercice. Alors on voit la difficulté qu'ont les gens de vivre, c'est des gens qui sont encore des paysans, mais en même temps qui participent, qui ont des stations de ski, qui sont au fait de l'actualité. On a une image très très fausse des paysans de montagne parce qu'ils sont tout à fait intelligents, cultivés. Récemment, ils faisaient au XVIe siècle, ils faisaient des rencontres, ils faisaient des contes sur des histoires historiques, sur la Bible. Et les gens du pays jouaient dans ces contes, ce qu'on appelait les mystères. Et ils apprenaient des textes en latin, ils savaient réciter, ils avaient 14 000 phrases ou pages de textes, et ils savaient les parler. Donc
l'image qu'on a des montagnes et des montagnards, du paysan, j'arrive pas à prononcer le mot parce que j'aime pas ces mots-là, mais cette idée est fausse. Ce sont des gens qui sont intéressants, extraordinaires et qui sont près de la vie, qui sont directs, qui sont francs. Donc, en dehors de la qualité médicale de l'exercice, parce qu'on est amené à tout faire, de l'accouchement à l'accompagnement à la fin de vie, de l'urgence, de la psychothérapie, de tout ce qu'on veut. Donc, on est éloigné, mais en même temps, on est très près des gens. Et dans cette petite humanité qu'on rencontre là-haut, on rencontre toute l'humanité. Et moi, je suis content de participer à cette table ronde avec mes collègues, parce que c'est des collègues écrivains. Et je trouve que c'est un bel exercice que d'être écrivain. On retrouve les mêmes valeurs. On est près des montagnes. La Haute-Maurienne est une frontière également. Et quand j'exerçais, il y avait beaucoup de migrants qui passaient le col du Mont-Cenis et qui mouraient de froid au niveau du lac, qui se faisaient happer par le train parce qu'ils prenaient le tunnel avec des familles entières. Et que la route du Mont-Cenis, quand elle descendait sur Lens-le-Bourg, qu'à la sortie de la route du Mont-Cenis, ils arrivaient exactement en face de la gendarmerie. Donc j'étais appelé pour faire des examens médicaux parce qu'ils étaient en cellule et je trouvais cette position insupportable, quoi. Et donc quand j'ai lu le livre de Stéphanie et quand j'aurai lu le livre de François, je trouve qu'on se retrouvera et j'ai été très touché et ému par ces livres et je suis content d'entendre ce qu'ils vont vous dire. Ces gens des hauts lieux ont un sens de l'accueil et une générosité qui est reconnue de tous. Et c'est le message qui est véhiculé dans le livre de Stéphanie Besson. C'est que ces personnes des Hautes-Alpes, puisque c'est dans les Hautes-Alpes, ont vraiment un sens inné de l'accueil. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est inné, mais en fait en montagne, comme disait Vincent, on sait que seul on ne peut pas survivre. Donc déjà la base elle est là. Les Hauts-Alpins, oui, mais on n'est pas que des Hauts-Alpins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vivre dans les Hautes-Alpes et qui ne sont pas Hauts-Alpins et qui font partie de l'élan de solidarité que je raconte dans le livre. Ce qui se passe, c'est quand vous savez qu'il y a des gens qui passent par la montagne qui sont pas équipés, que c'est l'hiver, qu'il fait des températures négatives et que même en plein été il peut neiger. Et ben vous vous dites, est-ce que je vais me coucher tranquillement chez moi et puis après demain quand j'irai me balader, j'aurai peut-être des personnes qui seront mortes ou qui auront passé vraiment des mauvais moments en montagne, ou est-ce que vous y allez, vous allez les aider et donc les mettre à l'abri. Donc il faut savoir qu'on passe pas la frontière parce que c'est interdit par la loi. Par contre, on va dans la montagne, donc on fait des maraudes et on allait au col de l'Échelle. On n'y va plus parce qu'il n'y a plus tellement de passages là-bas et on va au col du Mont-Genèvre. Et donc, dès qu'on voit des personnes migrantes qui sont là, en fait, on les met dans nos voitures et on les amène au Refuge Solidaire, qui est notre association qui a été montée à Briançon, où on les amène à l'hôpital si nécessaire. Pendant plusieurs années, 2015 à peu près 2018-19, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui passaient, qui étaient d'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, et quand je dis famille, c'est qu'il y a des gens de 75 ans qui sont sur la route depuis 2-3 ans, qui arrivent d'Afghanistan et d'Iran, et des enfants qui sont nés sur la route, des bébés. Donc en fait, ça devient de plus en plus problématique, parce que vous imaginez bien qu'un bébé, il peut pas passer 3 heures dans la montagne, et nous, on n'est plus... même si on est bénévole et plein de bonne volonté, la plupart, on est des professionnels de la montagne, ou alors des vrais... montagnards, alpinistes avec des bases au niveau secourisme, on n'est pas assez compétent. Donc on a fait appeler à Médecins du Monde qui vient faire les maraudes avec nous, mais là on est débordés, on est dépassés et en fait voilà, il y aura d'autres morts, il y aura d'autres blessés, il y aura des personnes amputées puisqu'il y a plusieurs amputés déjà, il y aura des jeunes hommes qui ne pourront plus faire de leur métier et voilà, et pourtant l'État ne bouge pas, c'est terrible en fait parce qu'on se sent complètement on a beau alerter, on a beau être soutenu par toutes les grandes ONG, en fait, l'État ne bouge pas et l'État refuse de visibiliser tout cela. Et ce matin, j'entendais une conférence et c'est vrai que les livres, ils servent à peut-être faire vivre les gens qui sont morts en montagne. Moi, mon livre, il essaye de visibiliser les gens qui sont encore vivants et ceux qui sont déjà morts en montagne et qui sont des inconnus. Et donc, nous, on tient à les nommer, les morts qui meurent en montagne à cause d'une mauvaise volonté de l'État. Et on tient à garder le plus possible de personnes vivantes parce qu'on n'est pas en haute montagne, on est sur la montagne et on est sur des zones qui sont
fréquentées par les touristes ou habitées par des gens. Voilà, merci. Dans cette longue marche vers la liberté, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de méfiance aussi. Et alors que Stéphanie Besson a décrit ce sujet sur le mode du reportage et de l'essai, François Laborde a écrit un roman sur ce phénomène qui pousse les personnes martyrisées dans leur pays à rechercher de comment survivre et comment survivre dans des pays lointains au risque de leur propre vie. Oui, bonjour à tous, merci. Effectivement, bon, il y a un jeu de mots dans le titre, c'est l'échelle de l'espoir, et qui fait bien évidemment allusion au col de l'échelle au-dessus de Briançon, qui a été l'un des principaux points de passage pendant plusieurs années des exilés qui voulaient effectivement trouver refuge en France. J'habite dans cette région, comme Stéphanie, je suis dans la région de Briançon, et j'ai participé à ces actions diverses à ma manière. En particulier, avec ma femme, on a recueilli à la maison pendant une semaine un réfugié guinéen qui arrivait dans des conditions difficiles. On l'a pris sous notre aide et ça nous a vraiment interrogés à savoir quelles sont les causes de ces exils. Alors, l'Afrique, oui, depuis l'Afrique, il y a de multiples causes pour partir de son pays. D'ailleurs, quand ils partent de leur pays, Ibrahim, ce Guinéen, nous a dit, mais je n'avais pas l'intention de venir en Europe, je voulais simplement me mettre en sécurité en dehors de la Guinée. Tout simplement parce qu'il était un petit peu intellectuel et puis qu'il se préoccupait un peu des problèmes de société, je n'irai pas de politique, mais il était menacé par le régime. Ce sont des choses qui arrivent. Alors ça, c'est une des causes de l'exil. Mais il y a aussi une autre région du monde qui m'a beaucoup interpellé pour diverses raisons, c'est le Proche-Orient. Et j'ai été très sensibilisé à ce qui se passe au Proche-Orient, en particulier par mon fils qui est fonctionnaire international au Programme alimentaire mondial de l'ONU, qui a été en poste plusieurs années à Beyrouth et beaucoup plus récemment au Kurdistan irakien, à Erbil, d'où il allait par exemple à Mossoul, qui était occupé par Daesh pour faire des évacuations des communautés yézidis qui étaient menacées d'extermination. Et là, on se rend compte que dans ces pays, eh bien, il y en a beaucoup qui essayent de se mettre simplement en sécurité. Au début, avant même les premiers mots de ce livre, il y a deux citations. Il y en a une que je peux citer de mémoire, c'est « Nous n'avons d'amis que les montagnes ». C'est un proverbe kurde. Effectivement, les Kurdes sont un peuple qui sont un peu traqués de toutes parts. Alors bien sûr, par la famille Assad, par Daesh, par la Turquie, sans parler des gardiens de la révolution iranienne. Et on a été sensibilisé en Europe à ce problème des Kurdes par deux événements. Un qui s'est passé il y a plus de 20 ans, où c'est une communauté kurde qui a fui le régime. À l'époque, c'était le père Hafez el-Assad, son fils ne vaut pas mieux, et qui ont échoué sur une plage du sud de l'Italie, à Riace. Et à Riace, ils ont été accueillis par le maire de cette commune et par la population, et le maire qui a dit « Votre arrivée, c'est une chance pour notre village », qui était en train de perdre des habitants et tout ça. Et ça a été une expérience remarquable jusqu'à ce qu'un certain ministre de l'Intérieur qui s'appelait Matteo Salvini dise « Je destitue le maire de Riace et on va s'occuper de ce village ». Donc là, il y a de la solidarité, mais il y a aussi de la pression. Il y a eu un autre événement qui a sensibilisé à cet exil des Kurdes, des familles kurdes, c'est quand en 2015, on a retrouvé sur une plage de la Méditerranée le corps du petit Aylan de 3 ans. Et là, tout le monde a été effectivement bouleversé par cette photo. Donc, il y a besoin de solidarité avec ces gens-là.
Pour cela, nous ne pouvons pas dire qu'on doit mettre des frontières qui mettent une population à l'abri d'une sorte d'invasion. Ce n'est pas possible. Et donc, mon roman, il s'appuie sur tous ces faits d'actualité. J'étais en relation avec les gens de la diaspora kurde en France, enfin plutôt des associations d'émigrés kurdes en France. J'ai pu avoir accès à des mines d'informations sur ce qui se passait pendant la guerre, et je dirais que c'est un roman vraiment en prise sur l'actualité. Ça pourrait presque être un récit. Il y a bien sûr une petite histoire, mais qui fait le fil directeur, avec en particulier le personnage principal, le narrateur, qui est un jeune médecin humanitaire, originaire du Briançonnais, dont la mère est une guide de haute montagne, donc il est ancré là-dedans, mais qui en même temps va faire des missions, est envoyé pour des missions militaires en Syrie à plusieurs reprises, et ce dont il témoigne. Ce roman porte un message fort qui est celui du devoir d'humanité, parce que ces hommes et ces femmes en souffrance et qui cherchent donc à partir, à fuir le pire, sont des hommes et des femmes et des êtres humains. Et c'est pour cela que les conditions de leur accueil est spontané. Oui, effectivement, dans le Briançonnais, en fait, ça a été comme une évidence pour beaucoup d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est pas dans le réfléchi, on n'est pas, mais est-ce que leur place, elle est bien ici, elle n'est pas ailleurs? Oui, il faut agir dans leur pays. Oui, mais n'empêche qu'ils meurent. Et n'empêche qu'ils meurent en traversant la Méditerranée, et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est pas ça le débat, c'est qu'ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les accueille et on les empêche de mourir ou d'être amputés dans la montagne? Et est-ce qu'après, on fait en sorte qu'ils aient un toit et qu'ils vivent dans des conditions dignes, ou est-ce qu'on les laisse à la rue? Est-ce qu'on les laisse mourir? Et puis, voilà, on portera ce fardeau sur plusieurs générations. Bon, voilà, nous, à Briançon, on a choisi l'évidence et de prendre la réalité à bras le corps. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai cofondé avec 2 autres personnes le mouvement citoyen Tous Migrants. On fait de la sensibilisation, du plaidoyer, on organise les maraudes en montagne et des actions juridiques qui font jurisprudence. Et après, il y a d'autres associations qui complètent ça, donc le Refuge Solidaire qui fait l'accueil d'urgence quand les gens arrivent de la montagne et qui leur donne à manger et leur permettent de passer une nuit ou 2 pour se reposer et continuer leur route. Et puis, il y a bien évidemment le secours populaire, le secours catholique. Et la chance de Briançon, c'est qu'on est tous ensemble, qu'on est complémentaires et qu'on n'a jamais réagi en compétition, mais qu'on s'est dit, c'est un truc qui nous arrive chez nous, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que c'est une force, que ça marche très bien. On est des centaines de personnes, à agir en solidarité. Et le livre, en fait, c'est polyphonique, c'est-à-dire que moi, les éditions Glénal sont venues me demander si je voulais bien écrire un ouvrage là-dessus. J'ai dit oui, mais moi, je me sentais pas juste de témoigner moi sur ce que je faisais. Et du coup, j'ai demandé à 56 personnes de raconter ce que c'est cette vie ensemble, solidarité, après le passage de la montagne ou lors du passage de la montagne, et après comment on vit, on s'organise ensemble par rapport à ça. Oui, ces témoignages sont très forts parce qu'ils permettent aussi de mieux comprendre ce que ressentent toutes ces personnes qui ont traversé la montagne, et la montagne n'était pas pour eux une barrière, mais un passage dans des conditions souvent dramatiques. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir compter sur des bonnes volontés, sur des bénévoles qui sont là pour les accueillir, mais aussi sur des médecins qui vont les soigner sans porter de jugement, mais parce que cela fait partie de leur éthique professionnelle et parce que leur vocation est aussi de s'oublier soi-même au service des autres. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que, avant de venir ici, bien sûr, j'ai lu le livre de Stéphanie. Ça m'a beaucoup choqué, bouleversé. Ce que je disais à Stéphanie tout à l'heure, c'est qu'en commençant le livre, je me sentais un petit peu extérieur à ça, en disant, bon, c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. Et puis, en rentrant dans le livre, j'ai pas pu en sortir. J'étais comme dans une forêt profonde où on connaît un peu la forêt, on ne connaît pas partout. C'est sombre, on ne sait pas où on va, c'est comme la vie.
Et on rencontre des gens qui changent de sentier, c'est pour ça que j'aime bien le mot sentier, qui ont leur vie, qu'on rencontre, et on fait chacun ce qu'on peut. Et tout d'un coup, à la fin du livre, en sortant de cette forêt, je me suis dit, j'ai bien fait de le lire, et il faut que les gens le lisent, parce que on rentre dans le sujet. On n'est pas à côté du sujet, on n'est pas spectateur du sujet, tout d'un coup, on devient acteur. On a la liberté de faire des choses, on a le pouvoir de faire des choses, donc c'est bien de le faire. Et dans nos métiers respectifs et dans nos vies respectives, même dans le travail d'écrivain, on a une responsabilité et on a la chance de l'avoir, on a la chance de pouvoir écrire et d'être éventuellement lu. Donc il faut utiliser, c'est un moyen parmi d'autres. Mais au moins avoir connaissance des choses avant de les juger ou de se faire des fausses idées. Mais il n'y a pas que ces actes de générosité, il y a aussi des zones d'ombre et des oppositions face à ces personnes venues d'ailleurs et qui suscitent parfois la méfiance, voire c'est une certaine forme d'agressivité parmi d'autres personnes. Oui, quel que soit le pays, bon, effectivement, c'est compliqué. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'était passé à Riace, dans le sud de l'Italie, et effectivement, il y a eu, on voit bien l'opposition entre deux manières de se positionner par rapport à ces arrivées de personnes qui viennent de loin pour chercher refuge dans nos pays. Et en Italie, bon, il y a eu pendant presque 20 ans cette action du maire de Riace qui était de dire, mais non seulement je vais leur venir en aide, mais en plus, eux, ils nous apportent quelque chose. Ils apportent quelque chose qu'on a oublié dans notre pays, c'est-à-dire un travail simple dans un village pour le faire revivre, parce que Riace était une commune qui était en déshérence. Donc, il ne faut pas dire qu'ils viennent nous prendre un peu tout ce qu'on a, nos métiers, nos travaux, etc. Non, et ils viennent apporter quelque chose de complémentaire que nous avons peut-être oublié. Et peut-être qu'avec l'arrivée de ces personnes, on a un autre regard sur la façon de créer des liens et de tisser de la solidarité entre certaines populations. C'est quelque chose qui, à mon avis, nous manque. Il faut absolument qu'on retrouve une œuvre collective qui permette de s'épauler et de se soutenir et effectivement de se protéger les uns les autres. Et comment se passent en pratique les conditions d'accueil ? On peut toujours s'enrichir au contact des autres et au contact de leurs différences, mais encore faut-il pouvoir créer les conditions d'accueil et surtout les conditions d'habitat, les conditions de formation, les conditions d'apprentissage de la langue. Tout ça, c'est un travail de très longue haleine, j'imagine. Oui, alors déjà il y a l'urgence, et moi je tiens, Vincent est médecin et je pense que c'est hyper important tout ce personnel médical qui agissent et qui viennent et qui sont présents notamment lors des maraudes, et je pense que c'est le premier besoin, c'est justement médical et c'est un besoin vital. Après, quand en 2015, quand on a commencé à mettre en place les maraudes, en fait, on se retrouvait avec des personnes qui arrivaient, et puis il fallait bien trouver un logement. On peut pas tous les prendre chez soi. Donc c'est les réseaux, les amis. On appelle en pleine nuit. Est-ce que tu peux prendre une personne, 2 personnes ce soir, enfin cette nuit, demain matin petit déj, et puis après ils continueront leur route. Donc ça a tenu jusqu'en 2017. Donc on était 80 familles sur le Briançonnais de réseau, et en fait qu'accueillir comme ça au pied levé. Et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas ici? Parce que nous on a fait peut-être beaucoup de sensibilisation, peut-être qu'aussi de toute façon dormir dans la rue à Briançon ce n'est pas possible. On est à 1300 mètres d'altitude,
Donc en fait, les gens, et puis peut-être il y avait la confiance parce que c'était tout du réseau. Donc en fait, on appelle les amis des amis, etc. Donc en fait, ben voilà, 80 familles qui accueillent pendant 2 ans des gens presque toutes les nuits, c'est pas rien. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça vous bouleverse dans votre vie. Mais d'un autre côté, ben voilà, hein, il faut se laisser ce droit d'être bouleversé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et je pense que personne de ces accueillants regrette en fait les aventures qui sont passées. Après, c'était plus possible, donc c'est pour ça qu'il y a une association qui a monté le refuge solidaire, et toujours en collaboration avec la PAS, qui est en fait, je sais pas ce que ça veut dire PAS, mais bon, c'est la médecine pour tous en fait, pour les plus démunis ou ceux qui n'auraient pas de papier. Et donc c'est hyper important, chacun y a mis en fait de soi, que ce soit des médecins, des infirmiers, que ce soit les écoles, etc. Après, je dirais que l'apprentissage de la langue, tout ça, beaucoup étaient francophones, hein, donc voilà. Après, il y a des gens qui sont analphabètes. Effectivement, il y a des bénévoles qui sont venus pour donner les cours de français. Il y en a qui sont venus pour donner des cours de ski. Il y en a qui sont venus pour mille et une choses. Mais en fait, tout est important, et il faut pas se dire moi je peux rien faire, j'ai pas de temps, parce qu'un tube de dentifrice à amener chaque semaine, quand on fait ses courses, on en prend un tube supplémentaire, on l'amène au refuge. Et c'est important. Donc en fait voilà. Mais ça se fait facilement en fait. Contrairement à ce qu'on croit, il y a rien d'impossible. Et juste pour vous donner un chiffre. Depuis 2017, on a accueilli à Briançon 15 000 personnes. Donc c'est plus que la ville de Briançon. Et personne n'a dormi dans la rue, et il n'y a eu aucun problème. Aujourd'hui, on a un peu plus de soucis parce que, comme je vous dis, il y a des familles, c'est beaucoup plus tendu. Donc il y a des petites bagarres, on va dire, etc. Il y a un burn-out des bénévoles, mais ça reste quand même très léger par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, et tout est possible et chacun peut faire sa part. Cela semble exemplaire comme réaction civique de la part de la population du Briançonnais, et cela s'inscrit dans la tradition d'accueil et de générosité des populations de la montagne qui sont tournées vers les autres, et peut-être aussi du fait que dans ces hauts lieux du Briançonnais ou de la Maurienne, il y a aussi une communauté, une culture commune avec les populations qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Donc est-ce que ça a facilité ces échanges ? Je pense que oui, parce que chez nous, on est entre guillemets en France depuis pas si longtemps que ça. Ça fait maintenant 180 ans que c'était une région complètement italienne, et la frontière est assez virtuelle. Le col du Mont-Cenis, c'est le Monte Cenisio, et l'été, il y a 75% d'Italiens au col du Mont-Cenis. Les gens parlent le piémontais. Moi, j'ai des patients qui viennent d'Italie. Il n'y a pas trop de différence. Et de toute façon, dans ces pays-là de montagne, chaque vallée a son propre caractère. On est étranger d'un village à l'autre, mais en fait, on est très solidaire. Quand il y a des problèmes, les gens s'en rencontrent, alors que ça soit qu'on vienne de très loin ou pas très loin, ça n'a pas d'importance. Marier une fille du village à côté, c'est vraiment l'étranger, mais marier un Indonésien ou un Africain, c'est normal. Donc voilà, il y a une culture de l'échange, de la générosité. C'est des gens qui sont vrais, c'est des gens qui sont confiants. Moi, je sais, dans le cadre de mon travail, les gens étaient francs. Ils disaient les choses franchement. Je leur disais, on va se dire les choses franchement d'un côté et de l'autre. Et je ne suis pas content, ça n'a pas marché, ça a marché, mais c'était toujours bien clair. Et j'ai trouvé, contrairement, on pense que les gens sont des têtes dures, ils ont l'accueil difficile parce qu'ils sont assez réservés, ils sont assez, prévenants par rapport aux autres. Ils ont toujours peur d'empiéter, de choquer, mais quand il y a des problèmes, ils sont vraiment là, et ils adorent leur pays, donc c'est une très bonne chose, et ils ont raison d'ailleurs. Mais ils adorent que les gens viennent et profitent, et ils sont très contents d'échanger. Il y a un élément qui est détaillé dans ton livre, c'est celui de la reconnaissance et celui de la dignité. Un certain nombre de patients, et surtout ces patients venus d'ailleurs, sont reconnaissants de ce que l'on fait pour eux. Or, tu parles aussi beaucoup des touristes qui sont les éléments d'un autre phénomène migratoire, qui sont beaucoup plus exigeants et beaucoup moins aptes à suivre les consignes qu'on pourrait leur donner, peut-être. Alors, au début, j'ai quelques histoires drôles par rapport à ça. Les gens qui pensent qu'ils sont chez les bouseux, qu'on a fait nos études au cul des vaches, comme on dit chez nous.
et qui sont très surpris qu'on connaisse ces médicaments, qu'on les examine un peu plus que d'habitude, qu'on les déshabille pour les examiner, qu'on prenne le temps, qu'on s'explique. Mais ça, on a des jugements, mais j'essaie de perdre complètement mon jugement. Il n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que je suis là pour être à la portée des gens, qu'ils soient compris, que je les entende. Et bon, on voit un petit peu les citadins comme des touristes, voilà, et comme des gens un peu de l'étranger. Donc, ils viennent avec leurs soucis, leurs énervements, leurs angoisses, leurs méconnaissances, comme nous. Donc, à partir du moment où on considère qu'ils sont comme nous, ils sont comme nous, on n'a rien à leur reprocher ni à les juger. On a échangé simplement ce qu'on est. Et quand on écoute un peu les gens, ils ont tous des vies remarquables, des histoires remarquables à raconter, et ils sont tous aussi intéressants. Et puis, quand on est dans le cadre d'un échange médical, la qualité, c'est qu'on n'est pas dans le jugement, c'est un dialogue, et qu'on est exactement fait pareil. Moi, je disais aux gens, vous savez, quand je suis sur les WC, je suis comme vous, c'est la même position, et ça marche pareil. Donc, c'est une relation où on est au fond des choses. On n'a rien à prouver, on n'a qu'à échanger et donner. Et que, moi, j'ai souvent compris qu'on est soigneur ou soignant parce que c'est notre rôle, mais on est à tout moment susceptible d'être soigné aussi. Donc, et le patient qui échange est un soignant par rapport à celui qui est censé le soigner. Donc, c'est un échange permanent et chaque personne est intéressante. Chaque personne vient avec son histoire et donc il n'y a pas de personne inintéressante. Comme on a l'image du pagu dans les montagnes, qu'on a l'image de le citadin énervé, c'est tout des clichés. Les gens sont tous intéressants. Je pense qu'il faudrait cloner Vincent Le Carme parce que vraiment ce qu'il dit de sa pratique médicale est fondé sur une éthique personnelle vraiment tout à fait remarquable et qui nous fait penser que tous les hommes sont libres et égaux en droit, mais sont aussi l'objet d'une égale dignité les uns avec les autres. Et le sujet de la dignité, il est constant dans vos trois livres et dans l'ouvrage, dans le roman de François Labande, L'échelle de l'espoir, c'est un élément vraiment central, le problème de cette dignité de ces différentes personnes et notamment de ces femmes kurdes qui ont vraiment comme objectif d'être au service de l'autre pour améliorer son sort et l'aider à surmonter les épreuves de la guerre. Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de l'engagement des femmes kurdes dans le nord-est de la Syrie, dans ce qu'on appelle le Rojava, mais les femmes syriennes aussi, celles qui sont un petit peu dans l'échelle sociale, si on peut dire, sont engagées. Et en particulier, je prends l'exemple d'une femme médecin syrienne qui est totalement dans cet aspect de dévouement au service des autres. Alors, les femmes kurdes, alors c'est un sujet qui est un petit peu décalé par rapport à l'accueil des exilés dans nos montagnes, mais effectivement, on peut en dire un mot parce que il y a vraiment dans ce pays-là, dont j'ai dit que ça s'appelait le Rojava, c'est une appellation officieuse. C'est en fait la fédération autonome du nord-est de la Syrie. Ces femmes sont engagées, mais avec l'appui des hommes. Elles sont engagées dans une expérience d'autonomie et de respect de leur personnalité. Il faut dire que dans cette région, par exemple, et ça c'est un aspect que j'évoque, tous les postes à responsabilité sont co-dirigés ou co-présidés par un homme et une femme. Et il y a eu récemment le témoignage à la télévision et par un livre de la maire actuelle de la ville de Raqqa, qui était la capitale autodésignée de l'État islamique dans l'Irak et la Syrie. Et c'est une femme qui a été élue par ses pairs comme maire de la ville de Raqqa, comme co-maire, puisqu'il y a un homme qui est maire. Mais cette prise de responsabilité, elle est formidable, et elle a témoigné dans un livre qui s'intitule « La femme, la vie, la liberté », et qui explique dans le détail ce qu'est la situation dans ce pays-là, et comme est grande l'aspiration à pouvoir vivre librement dans la paix et dans le respect des autres, parce que c'est une femme kurde, mais qui gère
une ville qui est à majorité arabe, donc avec réellement une volonté de faire cohabiter toutes les différentes communautés. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce pays du Kurdistan syrien, c'est qu'ils disent, mais nous pouvons être une terre d'accueil de ceux qui fuient d'autres régions pour trouver un espace où ils seront libres de vivre correctement et en sécurité. Donc, cette solidarité qu'on trouve, effectivement, qu'on essaye de mettre en pratique dans le Briançonnais, eh bien, elle existe aussi dans ces pays qui sont beaucoup plus menacés que ne peut l'être notre pays un peu confortable, on va dire, la France. Ce que l'on peut espérer, c'est de faire vivre ensemble des peuples qui sont aujourd'hui en guerre, selon le principe de convivence qui avait été prôné, je crois, par Jean-Paul II. Et tout cela repose effectivement sur la notion que l'on a de ce qu'est l'homme en réalité. Et là encore, j'en reviens, je rabâche, mais c'est un problème de dignité. Oui, je pense que tout est là, la dignité, c'est la nôtre en fait. Comment on peut rester digne et comment notre montagne peut rester digne par rapport à toute cette réalité. Et puis aussi respecter la dignité de ces gens qui arrivent, parce que il faut pas ce sont des personnes qui ont leur dignité comme nous, et ce sont des personnes à qui on n'a pas de leçons à donner. Et ça, on l'oublie souvent. On misérabilise le pauvre migrant qui arrive, etc. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas pauvres chez eux, mais ils ont leurs raisons pour lesquelles ils sont partis et ça leur appartient. Et quand bien même ils auraient pu être pauvres, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de dignité. Et je pense que c'est ça en fait le maître mot de tout ce que à présent on doit faire par rapport à ce flux migratoire qui est arrivé et qui ne va pas diminuer, c'est de se positionner par rapport à notre dignité et sans compter nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont quand même les valeurs françaises. Et voilà. Et je pense que c'est ça, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est cette dignité. Et la dignité quand on soigne des gens qui arrivent, quand on soigne des gens qu'on considère comme des bouseux parce que nous on est au-delà, et ben je pense que c'est ça le maître mot. Une dignité à ne jamais bafouer, et dans l'exercice médical, je pense que c'est la priorité, de toujours trouver les gestes et les mots du juste soin. Oui, dignité et humanité, c'est des choses qui sont indispensables. On ne peut pas faire de ces métiers-là ou le métier que vous faites sans ça. C'est pas possible, sinon c'est tout du mensonge. Et on a parlé tout à l'heure de l'accueil, de l'intégration, mais comment reconstruire des vies sur les décombres d'un chaos Ça, effectivement, bon, c'est compliqué parce que chaque exilé qui arrive chez nous a un profil différent d'un autre. Et il y en a qui sont plus aptes à s'adapter tout seul à une nouvelle vie, et puis d'autres dont il faut vraiment s'occuper pour arriver à les maintenir hors de l'eau, si je puis dire. C'est complètement différent. Et puis surtout parce que les causes même de leur exil sont différentes. Il y a des causes qui sont, bon, si je prends l'Afrique, j'ai parlé de la cause, de certains intellectuels qui sont effectivement poursuivis par les régimes, mais il y a aussi la pression parfois de certaines traditions ancestrales avec des jeteurs de sorts, des choses comme ça, donc certains qui sont obligés de s'en aller à cause de ça, qui sont peut-être beaucoup moins préparés. Alors effectivement, il y a des possibilités d'intégration. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur permette d'utiliser leur qualité au service des autres dans notre pays. Comme je disais tout à l'heure, il y a du travail possible. Il ne faut pas nous dire que ces gens-là vont prendre les travaux des autres et que pour ça on ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas vrai. On a la possibilité absolument de leur permettre d'exister et aussi de nous apporter quelque chose. Parce que je crois qu'on oublie trop souvent ça. On regarde avec notre propre regard d'Européens,
Mais on ne se dit pas comme ça qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Mais si, ils peuvent nous apporter beaucoup, je crois. Il faut peut-être aussi commencer par arrêter de stigmatiser certains mots, notamment le mot de réfugié. Et dans le processus d'intégration, il faut aussi compter sur les bonnes volontés, mais aussi se méfier peut-être de personnes qui pourraient profiter du système. Je pense notamment aux passeurs, dont on parle souvent dans les journaux. Et puis, il faut aussi se positionner par rapport aux devoirs ou aux actions de l'État. Oui, alors après, ce qui se passe, c'est que si on ne criminalisait pas les personnes migrantes, si on ne les enfermait pas et on les privait pas de liberté, on les empêchait pas de passer, mais qu'on appliquait les conventions internationales, il n'y aurait pas le trafic autour. Ça, il faut en être sûr. Les passeurs, ils sont là parce qu'en fait, l'État et les États ne permettent pas aux gens d'aller demander l'asile ou de fuir leur pays pour les raisons qui leur sont propres. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Pour la plupart des personnes migrantes, un passeur n'est pas un criminel, parce qu'un passeur, c'est la personne qui va les aider, en fait, à pouvoir aller fuir ce qu'ils fuient, ou aller chercher une vie où ils puissent être en sécurité ou à l'abri de ce qu'ils fuient. Donc voilà, faut bien avoir ça en tête. Et les passeurs, oui, ils se font de l'argent, il y a du trafic, il y a de la traite d'êtres humains, parce que les politiques migratoires actuelles, elles ne permettent pas des va-et-vient, elles ne permettent pas aux gens qui fuient de trouver un abri. Donc en fait, c'est tout simple. Alors voilà, les passeurs, on peut leur... oui, il y en a qui profitent vraiment, c'est un vrai business. Porte de la Chapelle, vous trouvez des bus qui vous amènent, des minivans qui vous amènent pour 100 € par personne en Allemagne. Il n'y a aucun contrôle. Vous arrivez porte de la Chapelle, vous cherchez un taxi, il vous amène 100 €. Voilà. Et ben oui, ils se font du fric, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on empêche les gens de circuler et de fuir ce qu'ils ont à fuir. Nous, la frontière franco-italienne, on n'a pas trop ce problème-là pour l'instant. On sait qu'à Turin, il y a des gens qui vendent les parcours, mais personne parmi les passeurs ne s'aventure dans nos montagnes, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucune garantie de passage et parce qu'ils savent très bien que la montagne, c'est difficile. Donc en fait, ce qu'ils vendent, c'est un parcours, et en leur disant qu'arrivés à Briançon, ils auront l'hôtel, le taxi et un billet de train, ce qui est complètement faux. Donc nous, on n'a pas trop à lutter contre les passeurs pour l'instant. C'est peut-être une chance, peut-être que ça va arriver. Et puis Briançon, ça reste petit, on se connaît quand même un peu tous, on arrive à cerner dès qu'il y a des peut-être potentiels passeurs qui viennent un petit peu repérer, on leur fait comprendre que leur place elle est pas là et qu'on n'hésitera pas à les dénoncer auprès de la police s'ils reviennent. Donc en fait, ça calme tout de suite le jeu. Et quelles sont les relations avec les élus et les agents de l'État ? Alors l'État, comme partout, se désengage, et donc nous on a alerté là en début d'été en disant attention, il va y avoir des gens à la rue, il y a des enfants, il y a des mineurs. Donc la préfète nous a pas répondu directement, mais a répondu par voie de presse que l'État faisait ce qu'il devait faire et qu'il n'y avait pas de personnes vulnérables à la rue. Donc on a quelques actions, mobilisations à venir, mais j'en parle pas parce qu'on est sur écoute. Avec la police, les forces de l'ordre, c'est compliqué. On tire notre chapeau quand même au CRS de montagne et au PGHM de montagne parce que eux, ils font leur boulot sans discrimination. Sauf une fois, un hélicoptère qui a ramené une famille directement à la PAF, mais à part ça, ils font leur travail. Ils ne se positionnent pas politiquement, ni dans le militantisme, et ils amènent les personnes, ils viennent les chercher en montagne si besoin, s'il y a des secours, et ils les amènent à l'hôpital où il faut. Donc on leur tire notre chapeau, et il faut bien noter ça. Par contre, avec la PAF, le discours il est très très compliqué, c'est la police aux frontières. Donc nous, tous migrants, on est vraiment dans le dialogue. On a fait des petits fascicules à destination des forces de l'ordre qui spécifient quelles sont les conventions internationales, quelle est la loi en fait par rapport aux privations de liberté, aux refoulements illégaux, etc. Et on leur rappelle surtout qu'ils ont
un code de déontologie qui fait que si un ordre venant de plus haut leur apparaît contraire à la Constitution, ils ont le devoir, en fait, de s'y opposer. Ça vient après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à des positionnements. Donc, en fait, on leur rappelle ça. On sait très bien qu'il y en a qui sont vraiment de notre côté et qui font ce boulot, mais qui n'y peuvent rien et qui n'arrivent pas à se positionner. C'est pas facile, hein, quand on est dans un truc hiérarchique d'affronter. Mais il y a des avances, voilà. Et après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a les opérations Sentinelle qui viennent, on a aussi des escadrons qui viennent un peu de partout en France et qui se relaient. Donc, on parle du coût des personnes migrantes si on les accueille, etc. Mais il faut savoir quand même que le coût de tout ce qui est mis en place aux frontières, que ce soit en personnes ou que ce soit en matériel, c'est largement au-dessus de tout ce qu'on pourrait faire si on accueillait les personnes qui veulent rester. Donc voilà, mais on est dans le dialogue. Et puis par rapport à la ville, nous malheureusement, la ville était favorable et avait mis à disposition un lieu gratuitement. Et là, le nouveau maire a refusé de continuer la convention. Donc en fait, on a acheté un bâtiment pour pouvoir continuer à faire un refuge solidaire. Et c'est que des mécènes et des personnes privées qui ont acheté. Alors il y a beaucoup d'initiatives individuelles, il y a aussi des initiatives collectives là dans la vallée qui était aussi un lieu de passage avec le tunnel, mais aussi il y a une obligation pour les départements d'accueillir, en tout cas de ne pas exclure ces réfugiés. Et là, sur le plateau d'Assy, il y a un ancien établissement qui a été acheté par le département pour devenir un centre d'accueil des mineurs non accompagnés. Après, se pose le problème de leur intégration dans la durée, et de leur formation, de leur apprentissage de la langue et de leur devenir sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas facile et cela peut prendre du temps. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et puis, il y a également des associations qui s'occupent de accueillir, d'aider et de mettre sur les rails de la vie en société, je dirais, ces personnes qui ont besoin qu'on les aide et qui ont besoin aussi d'aide et qui apportent aussi une certaine forme de reconnaissance à cette aide qui leur est apportée. Est-ce qu'en Maurienne, il y a eu une augmentation de ces phénomènes migratoires au cours de ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose que Oui, il y a une augmentation. Alors, dans certaines régions, dans les villages, c'est très difficile. On a proposé une fois de recevoir des personnes, mais on a dit que c'était pas la politique. Il y a d'autres gens qui le faisaient mieux. Alors, Saint-Michel-de-Maurienne, qui est une ville un peu plus basse après Saint-Jean-de-Maurienne, en venant du haut de la vallée, les gens sont très solidaires. Il y a une bonne qualité de solidarité parmi les habitants, donc ils reçoivent des immigrés, et ils sont très actifs. Mais chez nous, c'est difficile. On les reçoit comme on peut, avec nos possibilités, mais c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas beaucoup de choses. Moi, en tant que médecin, j'étais en contact, j'essayais d'être humain, et je leur disais, je suis pas gendarme, je suis pas de l'État. Je viens vous voir parce qu'on me le demande, mais on ne me demanderait pas, je viendrai pareillement, mais profitez, je ne suis pas juge, je ne vais pas expliquer. Profitez un moment, je suis juste médecin, je vous prends votre tension, je vous écoute. C'était peu, mais bon, c'était peut-être important de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient les entendre et qu'il y en aurait d'autres qui le feraient par la suite. Et surtout, il ne faut pas céder à la facilité de l'indifférence. Ouais. Non, alors, je voudrais revenir un petit peu sur les parcours. Et il y a une politique de l'Union européenne qui tente à vouloir instaurer le plus de barrières possibles pour empêcher ces flux migratoires. Mais ça ne marche pas. On voit bien à Briançon, ils arrivent toujours, il y a toujours, les arrivées se succèdent sans que on puisse sentir vraiment l'influence d'une politique européenne. Mais cette politique qui implique par contre d'énormes difficultés, d'énormes souffrances de la part de ceux qui traversent. En particulier, je recommande un livre à lire à propos des passages de la Méditerranée. C'est un livre écrit par Roberto Saviano, qui, vous savez, a été l'auteur de Gomorra, et qui a écrit un livre qui s'appelle « En mer, pas de taxi ».
et qui est un recueil de témoignages justement de ce qui se passe ici à cause de la politique européenne et en particulier des accords avec la Libye pour confier la police aux gardes-frontières libyens dans un pays dont on ne peut pas dire qu'il soit dans une évolution très très favorable en ce moment. Il leur confie le soin de les retenir. Mais de toute façon, ils vont passer. Ils vont passer et ce sont des souffrances vraiment supplémentaires. En Libye, où aussi on laisse faire, malgré cet accord, on laisse faire tous les camps où les migrants, j'aime pas le mot de migrants, je préfère parler d'exilés, vous voyez, des gens, voilà, et qui sont dans des camps d'esclavage. Il y a un véritable esclavage en Libye. Il y a d'ailleurs un Guinéen qui est arrivé en France depuis plusieurs années, qui a témoigné ça dans un livre qui s'appelle « Esclaves des milices ». On peut rester pendant plusieurs années esclave. Ibrahim, notre Guinéen qu'on a recueilli, il est resté pendant 6 mois en Libye et on lui a tout volé. Et plusieurs reprises, on lui a mis le pistolet sur la tempe. Et l'Union européenne fait des accords avec ce pays, la Libye, qui permet cet esclavage. C'est invraisemblable. De même qu'il y a un accord qui date de longtemps de l'Union européenne avec la Turquie pour que la Turquie retienne les migrants, mais elle ne les retient pas. Et récemment, il y a une filière qui s'est développée à partir de la Turquie pour aller via la Biélorussie, essayer de passer en Europe par la Lituanie. Vous en avez peut-être entendu parler, certaines informations. Eh bien, ça, ce sont des choses qui sont complètement à revoir. Et je pense que ça ne tarit pas vraiment le nombre des arrivées dans nos pays, mais qu'au contraire, ça rajoute de la souffrance à ceux qui cherchent une vie meilleure. Et ça, c'est, à mon avis, indéfendable. Oui, après cette déshumanisation dont sont victimes les personnes dans leur pays d'origine, après la souffrance physique inhérente au voyage pour justement s'exiler dans un monde supposé meilleur, vient ensuite s'ajouter une souffrance morale d'ordre politique, et je le dis là sans porter de jugement, mais tout simplement parce que c'est ainsi fait qu'il y a des accords, qui sont les accords de Dublin, qui sont peut-être contre-productifs, et qui ne vont pas forcément toujours dans le sens d'une meilleure intégration de ces populations exilées. Oui, alors les accords de Dublin, c'est du grand n'importe quoi. Je situe un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est les accords de Dublin, ça veut dire que le premier pays en Europe où vous avez mis le pied et mis vos empreintes, qu'on vous force à mettre, doit vous prendre en charge en tant que demandeur d'asile, si vous demandez l'asile. Donc, autant vous dire qu'il y a 2 pays qui sont concernés, c'est la Grèce et l'Italie. Donc, les autres pays de l'Europe, ils ont dit, bah super, l'Italie, la Grèce vont s'occuper de tout le monde, et puis nous, bon, on va un petit peu donner des billets, comme ça on aura une bonne conscience, mais autant vous dire que l'Italie et la Grèce ne sont pas du tout d'accord. Et puis les personnes concernées, les personnes migrantes à qui on ne se demande pas leur avis, normalement on est dans un monde d'autodétermination des populations et des êtres humains, eux, ils n'ont pas forcément envie de rester en Italie ou en Grèce. Donc en fait, ils continuent leur route. Donc quand ils arrivent, par exemple, en France et puis que ils veulent demander l'asile en France, paf, on dit qu'ils sont dublinés. Donc ça veut dire qu'après, la France demande à l'Italie si oui ou non elles veulent se charger de cette personne. S'il n'y a pas de réponse ou qu'il y a une réponse positive, on est censé ramener la personne en Italie. Donc ça encore, ça a un coût. Et puis si de temps en temps, en fait, l'Italie répond non, on n'en veut pas, vous pouvez le garder. Donc là, la personne a le droit de demander de l'asile en France. Donc en fait, c'est un jeu de je sais pas, de domino, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et qui ne sert à rien, puisque de toute façon, les personnes, elles vont demander l'asile dans le pays de leur choix, et c'est leur droit. Donc voilà. En ce qui concerne l'intégration, en fait, l'intégration, il faut pas oublier que c'est des personnes, elles sont parties, c'est un non-choix. Qu'elles soient parties pour la misère, qu'elles soient parties parce qu'elles avaient envie de trouver un travail mieux qui corresponde à leurs attentes, ou qu'elles fuient la guerre, c'est un non-choix. On ne quitte pas son pays. Moi, je peux vous dire que j'ai vu passer énormément de monde. Personne n'est content d'avoir quitté ses parents, ses racines, etc. Et encore moins quand ils ont subi ensuite la torture, l'esclavage.
la mer, de voir des gens mourir autour de vous dans le bateau, c'est des gros traumatismes, plus la montagne, plus l'attente, parce que ça on oublie. Mais il y a des gens qui attendent une réponse de l'État français depuis 4 ans, 5 ans. Donc ça veut dire que ça fait 4-5 ans qui sont en confinement, si vous voyez ce que je veux dire. Ils n'ont pas le droit de travailler, parce que les demandeurs d'asile en France n'ont pas le droit de travailler. Ils dépendent d'une petite ADA qui est de 200 à 300 euros, donc c'est 3 fois rien, ils n'ont pas les moyens de se loger. Il y a 50% des demandeurs d'asile qui ne sont pas logés par l'État, alors que normalement, quand on demande l'asile, on est logé par l'État. Donc comment ils font? Ils comptent sur la bonne volonté des gens, des réseaux, etc. Donc tout ça, ça fait une bombe à retardement. On ne peut pas imposer à des gens qui sont en demande d'asile, qui ont fait un non-choix de quitter leur pays, tout ce qu'on leur impose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans quelques années, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui explosent au niveau psychologique, qu'il y ait des gens qui explosent au niveau physique, etc. Et je veux dire, les médecins MSF, Médecins du Monde, essayent d'alerter par rapport à ça. Et puis encore une fois, c'est toujours plus facile de soigner ou prendre soin de quelqu'un qui va bien ou qui a en début de traumatisme que d'attendre et qu'il soit complètement... voilà, il y a des gens qui sombrent dans l'alcool, il y a des gens qui sombrent dans la drogue, etc. C'est évident, quoi. Voilà, on peut pas imposer ça à des personnes, des êtres humains. Soigner, c'est une évidence. Prendre soin, c'est une évidence. Mais ensuite, comment, à large échelle, organiser les conditions de cette intégration, de cet apprentissage de la langue, tout simplement, de cet apprentissage d'un métier, ce qui est peut-être possible sur une ville comme Briançon, par exemple, avec des passages qui sont importants, mais qui sont encore peut-être faciles à gérer, enfin possibles à gérer. Comment organiser ces problèmes d'intégration sur une échelle très, très importante. Alors, je suis désolée, c'est pas un problème d'intégration, il n'y a pas de problème. En fait, si on veut, on peut. Il faut savoir que le droit à l'instruction en France, c'est un droit. Toute personne mineure, d'autant plus, mais aussi des jeunes personnes, 20 ans, etc., ont le droit à l'instruction. Donc ça veut dire que dans les lycées, les collèges, en fait, c'est le bon vouloir des inspecteurs d'académie, c'est les bons vouloirs des proviseurs de prendre ou pas des mineurs isolés dans leur classe ou des jeunes majeurs, et pour qu'ils fassent des CAP ou qu'ils suivent une formation. C'est un droit. Et vous téléphonez au lycée, on va vous dire « Ah mais non, c'est compliqué, faites un... » Non, c'est un droit en fait. Ils n'ont pas le droit de dire non. Et ça, c'est des leviers à pousser. Donc si parmi vous, il y en a qui sont dans l'éducation nationale, sachez que ces jeunes, ils ont droit à l'éducation. Il y a beaucoup de francophones qui sont arrivés, donc le problème de la langue ne se pose pas. Ensuite, oui, il y a des Soudanais, des Érythréens, etc. Ce sont des jeunes. Ils ont un potentiel là, on l'imagine même pas. Parce que parmi vous, il y en a peut-être qui galèrent pour apprendre l'anglais, dire « Ah là là, les langues, c'est pas mon truc. » C'est le truc de personne et de tout le monde. Mais je veux dire, les jeunes qui arrivent à 20 ans dans un pays, moi je connais des Soudanais, ils parlent parfaitement le français, alors que c'est pas leur écriture, c'était pas leur langue, ils n'avaient jamais entendu parler le français. Au bout de 2-3 ans, ils sont capables d'avoir un métier. Nous, dans le Briançonnais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont joué le jeu, et je peux vous dire qu'on a un manque de main-d'œuvre, d'autant plus là après le Covid. Tout le monde, toutes les entreprises cherchent des personnes, et tous les réfugiés et les demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit de travailler seraient potentiellement embauchés en fait. Mais seulement l'État bloque. Donc les entreprises n'ont personne. Et ces gens-là, ils restent sans avoir le droit de travailler. Donc c'est vraiment une grosse... c'est un scandale, quoi. Mais nous, pour moi, je comprends pas la notion de problème d'intégration, parce que ces jeunes gens, ils sont là, ils ont de la volonté, ils savent faire plein de choses, ils ont envie de travailler, et si on leur laisse la possibilité de travailler, il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire que les entrepreneurs, ils viennent frapper à la porte de nos associations en disant « Vous n'avez pas des gens qui ont besoin de travailler parce que nous, on a besoin de main-d'œuvre. » Et je pense que dans la plupart de la France, c'est le cas. Voilà. Je ne connais pas bien la situation de l'emploi dans les différents départements, mais je sais que, par exemple, dans la vallée de l'Arve, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui seraient contents d'avoir effectivement des employés qualifiés ou non, mais en tout cas travailleurs et soigneux dans leur travail. En Allemagne, est-ce que la pesanteur administrative est moindre? Justement, quand tu as posé la question tout à l'heure, j'avais tout de suite envie de rebondir là-dessus. Parce que, à l'échelle locale,
des initiatives individuelles, etc. En France, on arrive bien à le faire localement. Bon, alors il y a des endroits où on ne pourra pas le faire. Mais à l'échelle d'un pays, voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et je prendrai l'exemple de l'Allemagne, parce que l'Allemagne l'a fait. Il y a une année pendant laquelle Angela Merkel a dit « nous ouvrons nos portes ». Et ils ont accueilli dans l'année 1 million d'exilés. Et malgré quelques couacs qui ont fait malheureusement la une des journaux, là ça a été dans l'ensemble une réussite. Et comme je le disais tout à l'heure, mais ces gens-là, ils sont venus apporter autre chose. Ils sont venus apporter un complément d'âme peut-être aussi. Donc ça, à l'échelle d'un pays, avec une volonté politique, on peut le faire. Juste, je voudrais rajouter un truc, Pascal. Juste, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas utile, entre guillemets, qu'on ne doit pas l'accueillir. Et le fait d'avoir des discours en disant oui, mais on a besoin de main-d'œuvre, oui, mais nanana, oui, mais tout le monde n'est pas utile tout de suite, et c'est pas la notion d'utilité qui doit gérer l'ouverture ou non des frontières et l'accueil des gens, c'est la notion d'humanité et de dignité. Et après, voir ceux qui seront potentiellement employables, voilà, mais je veux dire, voilà, je pense que il faut se méfier quand même en se disant, oui, c'est pas parce qu'on a besoin de main d'œuvre qu'on doit ouvrir nos portes. On a besoin on a besoin d'humanité et de dignité. C'est bien pour ça qu'on doit ouvrir nos portes. Voilà. Oui, mais l'humanité et la dignité consistent aussi à tendre la main. Et si cette main tendue débouche sur un emploi, c'est encore mieux. Et parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours de l'homme qu'il s'agit. Et ça, je pense que Vincent a été confronté à ce type de situation très souvent, et que toujours il a essayé d'ouvrir sa porte, et en tout cas de soigner sans juger, sans porter de jugement, et sans faire la moindre discrimination possible. En vous écoutant, puis en ayant parlé avec Stéphanie et François, j'ai eu une réflexion que je me suis faite, parce que on voit la mauvaise volonté des politiques, de l'État, la lourdeur, des préfets qui font leur boulot à l'envers, des gens de bonne volonté. On parlait de frontières, mais je crois que la frontière n'est pas que géographique. La frontière la plus compliquée qu'il faut lever, elle est très près de nous, parce qu'elle est dans nous. C'est la frontière de nos préjugés, de nos méconnaissances. Si on ouvre notre propre frontière, on pourra tous faire du joli boulot. Je voudrais savoir si des questions pourraient être posées à nos invités. Alors, il faudrait passer le micro, parce que pour l'enregistrement, c'est bon. Simone, oui. Ou parle, je vais reformuler la question. Alors c'est important. Passe. Prends le micro. Attends. Pardon. Donc moi j'appartiens à l'association Arts Réfugiés de Sallanches, qui compte maintenant au moins 150 personnes, qui est à Sallanches, à Chamonix, à Cluses, à Combloux et tout, qui a été fondée par Fernand Ganaz, qui a beaucoup de médecins et beaucoup de bénévoles, et qui ont contacté les maires pour trouver des logements pour ces exilés, puisque c'est peut-être le meilleur terme finalement. Et il y a eu certains maires ont refusé et d'autres ont accepté. À Chamonix, par exemple, ils ont pris le dessus du presbytère, parce que le curé était en bas et au-dessus il y avait des appartements, et ils les ont aménagés pour des familles. Et donc, Arves Réfugiés, il y a énormément de familles qui accueillent des gens sur place et qui les aident dans les démarches administratives, dans les démarches pour le français et tout. Et donc, Michel a dit que ça, c'est l'Arbre Réfugié de Sallanches, qui marche bien, qui augmente de jour en jour, et tous les témoignages qu'on reçoit des jeunes qui ont été, et des moins jeunes qui ont été hébergés dans des familles sont fabuleux, parce qu'ils viennent aux assemblées générales, ils témoignent, ils nous aident et tout, et ils nous apportent beaucoup, puisque c'est ça qui est important. Et puis, il y a l'autre versant, qui est la fondation des VSHA, qui prend en charge la gestion des mineurs qui ont été hébergés dans des locaux rachetés par le conseil départemental. Alors, il n'y a pas que en dessous, parce que là, pour l'instant, il y en a 40, mais il y a aussi un autre endroit qui est à Châtillon-sur-Cluse, qui est l'ancienne colonie Esso, où il y a une soixantaine d'hébergés.
Et puis la fondation a racheté le foyer de Pracoutan pour faire un gymnase et proposer aux jeunes qui sont là non seulement de jouer au foot dans la prairie parce qu'il y a une très grande prairie, mais aussi d'avoir des activités sportives. Donc c'est ce qui est fait ici. Michel a invité les représentants, le directeur de la fondation des VSHA et Fernand Ganas qui est le président, mais malheureusement ils ne sont pas là. C'est pour ça que je prends la parole, puisque j'appartiens à ces deux mouvances, si je puis dire. Ils pourront regarder cette conférence sur YouTube et Facebook, et elle sera mise en ligne bientôt sur le site du salon. Madame, vous vouliez poser une question ? Je voulais dire que j'ai travaillé pendant 2 ans pour Médecins du Monde. En même temps que mon travail. Voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans pour Médecins du Monde. Et ce qu'on entendait, c'est une question qui me touche beaucoup. Et ce que j'entendais à l'époque de la part de mes collègues dans ce domaine, c'était non, mais on fait ça pour attirer l'attention des autorités. Nous, on s'estimait de passage pour justement dire voilà, attention, il se passe des choses anormales. Et donc voilà, on a dû affréter un bateau sur une rivière en Afrique avec des spécialistes, des médecins, un médecin, un chirurgien, infirmière, pour aller, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion, pour aller opérer des gens, les soigner dans des contrées, voilà. Voilà, mais ça c'était en 95. Ah oui. Et alors depuis, voilà, c'est la question que je me pose. Non, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la problématique, elle a bien évolué. Et effectivement, c'est ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, en France, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, qui normalement avaient des actions, sur des pays soi-disant en voie de développement, sont devant les faits et on se dit, on est en France dans une situation où on est obligé peut-être de faire des camps de réfugiés comme on peut faire dans des pays qui ne sont pas en Europe, et ça fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, d'avoir derrière nous Médecins du Monde, Médecins frontières, Emmaüs, la CIMAD, Secours populaire, Caritas, CCFD, c'est toutes des grandes associations qui normalement n'agissaient pas sur le territoire français et qui se voient en fait devant le fait d'être obligés parce que l'État ne les écoute pas. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération, c'est que on a beau, il y a des chercheurs, il y a des grands chercheurs, il y a des universitaires, il y a donc des auteurs, il y a le monde les ONG. Il y a les marins qui se sont positionnés également au Vendée Globe, etc. Je veux dire, tout le monde se positionne, crie des alertes, dit qu'ils sont pas d'accord. Je veux dire, il y a la France qui accueille, qui est énorme. Il y a Arve Réfugiés, ce que vous parlez. Mais si vous voulez voir, partout en France, ça bouge. Vous allez voir les États généraux des migrations. C'est un site internet. Il y a une carte de France, de toute la France qui accueille avec des initiatives, des associations. Je veux dire, il y a énormément de monde qui n'est pas d'accord avec ce que nous imposent les politiques migratoires européennes actuelles et avec le fait qu'on sacrifie des gens et on peut presque parler de génocide et les associations sont en train de partir là-dessus. On parle de milliers de morts dans la Méditerranée qu'on laisse faire, quoi. Donc voilà, les associations se positionnent et effectivement ont changé leur point de vue et ne sont plus là que de passage. Elles sont dans... Ah, il n'y a plus de truc. Moi, je parle toute seule, c'est pas grave. Elles sont dans l'action et dans le fait que voilà, on a passé un autre niveau. Et justement, puisqu'on est un festival de livres de montagne avec des grands alpinistes, nous, dans le Briançonnais, on a Lionel Daudet qui est sans arrêt avec nous et qui prend la parole et qui est très médiatisé. Mais moi, j'attends de la part des alpinistes et du monde de la montagne aussi de prendre position, comme les marins ont pris position au Vendée Globe, en disant le secours en mer, c'est pas juste quand c'est médiatisé et puis que je sais plus comment il s'appelle déroute son bateau pour aller sauver quelqu'un. C'est tous les jours
en Méditerranée, et il faut que l'État il prenne ses responsabilités, quoi, et qu'ils arrêtent, comme tu disais, de financer la Libye pour rapatrier les gens et les mettre dans des camps de torture et d'esclavage, et qu'ils arrêtent aussi de faire des accords avec l'Angleterre, parce que là aussi en Angleterre c'est en train d'être un peu plus médiatisé, mais je veux dire, il y a des morts dans la Manche actuellement, et ça va aller en s'amplifiant parce que l'Angleterre veut rapatrier tout le monde et la France elle veut laisser partir, et je veux dire c'est à nos portes, quoi. Donc voilà, c'est une réalité, et encore une fois il faut pas avoir mauvaise conscience, il faut juste ouvrir les yeux et se dire oui c'est ce qui se passe, et maintenant comment je me positionne, je fais ce que je peux à mon échelle, mais je ne ferme pas les yeux, et ça c'est déjà énorme. Et faire évoluer aussi les mentalités. Et on pourrait vous renvoyer au livre de Philippe Claudel, L'archipel du chien, qui met le lecteur finalement face à ses propres turpitudes supposées, hein, face à l'imprévu. S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais demander à nos invités un mot de conclusion pour nous montrer quelle est la voie que nous pourrions emprunter pour améliorer la situation. Déjà, on a parlé de plusieurs témoignages d'autres personnes, d'autres livres qui ont été écrits sur le sujet. Dernièrement, quand Ibrahim, le Guinéen qu'on avait recueilli, est venu passer quelques jours de vacances depuis la Belgique chez nous, et il a trouvé dans la bibliothèque Eldorado de Laurent Godet. Il allait d'une traite et à la fin, il pleurait. Il pleurait tellement il avait cette émotion, il était dedans. Et je recommanderais à beaucoup d'entre vous, peut-être tout le monde, si vous ne l'avez pas lu, de lire Eldorado de Laurent Godet. Laurent Godet qui se positionne aussi par rapport justement au fonctionnement de l'Europe, avec le livret d'une pièce de théâtre qui a été présentée il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle l'Europe banquet des peuples. Et toutes ces... Voilà. Alors, essayez aussi par la lecture, par les livres, d'avoir encore plus d'informations sur le sujet. J'ai recommandé Saviano, En mer, pas de taxi, le livre de Leila Mustafa, La mère de Raqqa, La femme, la vie, la liberté. Tout cela vous montrera qu'il y a des personnes qui portent l'espoir d'une solution à ce qu'on appelle la crise migratoire, qui, à mon avis, est surtout une crise d'humanité. Voilà, ce sont les livres qui nous mènent sur les sentiers de la vie. Alors moi, en vous écoutant tous, et puis je pense que maintenant on a connaissance de beaucoup de choses, notre travail, notre devoir de citoyen, c'est de se renseigner, de connaître, de comprendre, pas d'écouter ce qu'on nous fait mâcher, la peur, l'obligation et tout ce qu'on veut. On est responsable de ce qu'on fait, on est libre de ce qu'on fait. On peut faire du bien, on peut le faire bien, et c'est pas une punition, c'est un privilège. Et bon, alors, moi je sais pas trop quoi dire. J'ai peut-être trop parlé. Non, en tout cas, moi je me dis que c'est à la portée de chacun, effectivement, de faire quelque chose. Et puis c'est effectivement, c'est pas à d'autres de nous imposer un modèle de vie, mais c'est à nous de construire notre modèle de vie et la société dans laquelle on veut évoluer. Et je pense que tout tient de là. Et c'est voilà. Et on parle d'êtres humains et on parle pas de migrants, on parle pas de chiffres. En fait, on parle de personnes. Et si c'est votre fils qui meurt dans la Méditerranée ou qui perd ses pieds dans la montagne, eh ben c'est un drame. Et pour eux aussi, c'est des drames. Et c'est pas parce qu'ils sont des milliers à vouloir migrer que ça reste qu'un chiffre. Voilà. Bien avoir en tête que ce sont des êtres humains avec une famille, une vie et un avenir. Et puis on peut tenir compte de l'exemple de nos prédécesseurs, parce qu'il y a eu dans la vallée de l'Arve et au plateau d'Assis une grande tradition d'accueil à un autre temps de l'histoire, mais il y a eu une forte immigration italienne, espagnole, polonaise, et les établissements de soins du plateau d'Assis, les sanatoriums, se sont honorés en accueillant pendant la guerre des Juifs. Et je voudrais rappeler la mémoire du docteur Jacques Arnaud, qui a été fusillé par les Allemands parce qu'il avait refusé de livrer la liste des patients d'origine juive de son établissement. Et il y avait donc un fort symbole à
faire cette table ronde sur ce sujet des exilés sur ce plateau d'Assy, qui a une longue histoire d'accueil, de tolérance, de recherche constante de la dignité des hommes et des femmes qui étaient fragilisés par la vie et qui couraient vers leur destin d'une façon parfois très, très difficile à assumer. Voilà, je vous remercie et je vous recommande donc les livres de nos invités. Donc Stéphanie Besson, Trouver refuge, Histoire vécue, préfacée par Edoui Plenel, Vincent Le Carme, Sentier de vie, récit d'un médecin de montagne aux éditions Glénat, et puis L'échelle de l'espoir, le roman de François Labande aux éditions du Fournel. Voilà, merci beaucoup.